éoliennes, voitures électriques, autant de technologies pour moins polluer, et si ce n'était qu'une illusion. Tout le discours qu'ils ont construit autour de cette voiture électrique qui allait sauver la planète s'écroule. Après la dépendance au pétrole, c'est la dépendance aux métaux rares qui se profile. À l'autre bout du monde, des travailleurs détruisent leur santé pour nous permettre de mieux respirer. Si l'on montre que l'on est trop en colère, ils nous passent les menottes. La transition énergétique est un immense greenwashing. On fait semblant d'être propre, et en réalité on est sale, on a juste délocalisé la pollution. Notre deuxième enquête nous emmènera à Charleroi, focus sur la méthadone, ce médicament censé se substituer à l'héroïne, mais qui devient une drogue extrêmement dangereuse quand elle est revendue au marché noir. T'as pas d'argent pour du tabac, t'as envie de fumer, tu vas au boulevard Janson. C'est où on peut trouver de la méta? Casquette là-bas, ils en vendent normalement. 4-5 euros. Ça part direct. Direct. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Que ce soit pour se chauffer ou pour se déplacer, les énergies vertes ont la cote. En Belgique, le nombre de voitures électriques a doublé en seulement 1 an. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces voitures, tout comme les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, ne sont pas sans impact sur notre planète, au contraire. Vous allez le voir, passer au vert crée de nouvelles pollutions. En Chine, en Russie ou encore en Bolivie, découvrez la face cachée des énergies vertes avec cette enquête interpellante de nos confrères français, Jean-Louis Pérez et Guillaume Pitron. To protest against climate change. The protests are planned in more than 130 US. Longtemps dénié, le réchauffement climatique est devenu une inquiétude mondiale. Les citoyens exigent désormais des décisions concrètes de leurs dirigeants. Why should we study for a future that is being taken away from us? En 2015, la COP21 est un accord historique. Les pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La transition énergétique est en marche. L'avenir est aux technologies vertes. This is one of the most impressive and astounding technological revolutions in all of history. Un objet symbolise cette nouvelle donne écologique. Les gens sont convaincus, on les a convaincus, que s'ils roulaient tous en voiture électrique, alors on aurait résolu tous les problèmes de CO2, tous les problèmes qui existent. On dit que les éoliennes et les panneaux solaires vont résoudre tous nos problèmes. C'est une erreur. Et si la promesse des énergies propres n'était qu'un leurre? Le remède ne risque-t-il pas d'être pire que le mal des énergies fossiles? Tout ce qui nous entoure est fabriqué avec des minéraux. Les voitures électriques sont fabriquées avec des métaux et des minéraux. Et il faut bien aller les chercher dans les mines. Il n'existe pas d'énergie véritablement propre. Tant qu'il y aura des activités humaines, il y aura de la pollution. Une face cachée des énergies vertes passée sous silence, tant les enjeux industriels et politiques sont considérables. La transition énergétique est un immense greenwashing. On fait semblant d'être propre, et en réalité on est sale, on a juste délocalisé la pollution. La transition énergétique, c'est la promesse d'un monde plus responsable. Loin de nos regards, elle est déjà la cause de nombreux désordres environnementaux.
La transition écologique est avant tout une transition économique. Pour s'en convaincre, il suffit de sillonner les allées d'un grand salon automobile comme celui de Genève. L'ère du tout-pétrole est révolue, l'électrique est à la mode. Les nouveaux véhicules sont présentés comme verts ou estampillés ZE pour zéro émission. Les constructeurs traditionnels utilisent l'argument écologique pour se réinventer. Les utilisateurs de véhicules électriques croient au développement durable. Ils veulent agir en faveur de l'environnement et participer à la réduction de la pollution dans les villes. Comme il est chic et raisonnable d'acheter de l'alimentation bio, demain on va vouloir avoir une voiture propre, et c'est la voiture électrique. À cette prise de conscience du grand public s'ajoutent de nouvelles contraintes en matière d'environnement. C'est l'un des effets de la COP21, en particulier dans l'Union européenne. Nous devons respecter les objectifs de réduction des émissions de CO2. Ils sont imposés par la Commission européenne à tous les constructeurs automobiles. Ces objectifs sont de plus en plus contraignants. Si nous ne les respectons pas, nous aurons des pénalités et bien sûr, c'est ce que nous voulons éviter. À écouter les industriels, la voiture électrique ne présenterait que des avantages. En plus de doper les ventes, elle permettrait de préserver l'environnement. Ce serait donc une technologie miracle. Demain, des centaines de millions de ces véhicules vont rouler partout sur la planète. Certes, le pétrole a été abandonné. Mais dans un véhicule électrique, d'autres matières premières devenues indispensables l'ont remplacé. Il s'agit des métaux rares. Les métaux rares, essentiellement, c'est un critère géologique. Ils sont rares parce qu'ils sont moins abondants dans la croûte terrestre. Donc on va trouver des métaux rares classiques comme l'or, l'argent, l'étain, les platines. Et puis on va trouver des métaux rares un petit peu plus exotiques qu'on connaît moins, comme l'europium, le samarium, le gadolinium. Et ces métaux rares ont des particularités physiques et chimiques qui leur permettent de faire fonctionner une voiture électrique. Les métaux rares sont déjà présents partout dans les véhicules à essence. Le cérium, par exemple, permet au pare-brise de filtrer les rayons UV. Les écrans projettent des couleurs et deviennent tactiles grâce à l'europium et à l'indium. Mais dans une voiture électrique, le rôle des métaux rares est beaucoup plus important. Il touche aux fonctions vitales du véhicule. Sans néodyme, la voiture électrique ne pourrait tout simplement pas rouler. Le néodyme sert à fabriquer des aimants. Ces aimants sont utilisés dans les moteurs électriques et vont permettre de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique et donc de faire avancer la voiture. La batterie est le cœur d'une voiture électrique. Elle pèse jusqu'à la moitié du poids du véhicule et contient, entre autres, du cobalt et du graphite. Mais pas seulement.
Dans une batterie, vous allez trouver un certain nombre de métaux rares, en particulier le lithium. Le lithium est le plus léger des métaux qui permet d'échanger des électrons, donc de stocker ou de libérer de l'énergie. L'industrie automobile est donc devenue dépendante de ces matières premières souvent méconnues. Des matières premières que l'on retrouve dans la plupart des technologies vertes. Il n'y a pas que la voiture électrique qui a besoin de métaux rares, mais dès lors que l'on va avoir besoin des aimants, par exemple, pour les moteurs d'éoliennes, ou de tout ce qui est métaux qui vont permettre de fabriquer les cellules des panneaux solaires, toutes les cellules photovoltaïques ont besoin de métaux rares. Donc pour produire une énergie verte, une énergie renouvelable, on a besoin des métaux rares. Les énergies propres représentent aujourd'hui près de 10% de la production d'électricité de la planète. Avec la transition énergétique, le solaire et l'éolien pourraient fournir près de la moitié de cette électricité en 2050. Dans ce monde plus vert, il sera presque impossible de s'éclairer, de se chauffer ou de se déplacer sans métaux rares. Dans les éoliennes, on va trouver les métaux rares principalement dans le rotor pour faire tourner les pales de l'éolienne. Donc, dans ces grandes éoliennes, par exemple les éoliennes offshore qu'on va installer dans la mer, on va pouvoir utiliser jusqu'à 1 tonne de métaux rares par éolienne. Après le pétrole, c'est donc une nouvelle dépendance que nous sommes en train de sécréter. D'où viennent ces ressources devenues indispensables ? Le cobalt est extrait principalement des mines de la République démocratique du Congo. L'Australie, le Chili ou la Bolivie regorgent de lithium. L'Indonésie est un producteur majeur de nickel, de zirconium ou d'étain. Sur tous les continents, de nombreux États produisent déjà des centaines de millions de tonnes de ces ressources. Un pays, en particulier, détient des réserves colossales de ces matières premières stratégiques. La Chine. L'Empire du Milieu est le premier producteur mondial de métaux rares. Il fournit notamment les 2/3 d'un minerai particulièrement prisé des industriels des green tech, le graphite. Nous sommes à l'extrême nord du pays, dans la province de l'Heilongjiang. À l'abri des regards, les pelleteuses ont fait tomber la montagne et mis à nu les nappes phréatiques. Pour assurer notre futur vert, le graphite est raffiné dans des usines souvent archaïques. Ces hommes travaillent jour et nuit quasiment sans protection, dans un environnement irrespirable. Ils sont les gueules noires du XXIe siècle. Si l'on respire trop longtemps sans masque, nous savons qu'il y a un risque de maladie ici. Cela peut provoquer la silicose. Nos poumons se transforment en pierre. Cette fine poussière noire dont l'air est saturé contient de l'acide fluorhydrique.
lorsqu'il est respiré à haute dose, c'est un composé particulièrement toxique, voire mortel. Vous savez à quoi sert le graphite que vous produisez ici? À beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Le plus courant, c'est pour les énergies nouvelles, les batteries des voitures électriques. Et pour l'électronique aussi. Le monde entier utilise ces produits. Que pensez-vous de cela? Bah, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous n'en êtes pas fier ou bien content? On ne pense pas si loin, nous les ouvriers. Le petit peuple, on n'est pas particulièrement fiers. On doit nourrir nos familles. Alors, on travaille, et si on peut en vivre correctement, c'est déjà bien. Les résidus du graphite sont disséminés à travers la campagne à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un immense tapis de poussière toxique recouvre peu à peu une région agricole sous les yeux des petits paysans. La terre est de moins en moins fertile. On trouve les résidus de la mine partout. C'est comme des ordures. Bien sûr que je suis en colère. Je suis vraiment furieux parce que les industriels et le gouvernement sont irresponsables. Nous sommes des victimes, mais il n'y a rien à faire. Ils sont grands et nous sommes petits. On ne peut pas les atteindre. Et vous savez, si l'on montre que l'on est trop en colère, ils nous passent les menottes. Il faut venir ici pour le comprendre. Ces vies humaines pèsent bien peu face aux profits considérables que Pékin tire du graphite. Et la Chine compte des milliers de mines et de raffineries de métaux rares. Indium, antimoine, gallium, mais aussi tungstène ou germanium, elles sont disséminées dans tout le pays. La position de la Chine sur le marché mondial des métaux rares est très importante. Et les besoins en métaux rares pour l'industrie des énergies nouvelles devraient connaître une hausse rapide au cours des 10 à 20 prochaines années. Il faut savoir que pour certains métaux rares, la demande augmente d'environ 25% par an. Les Chinois payent un tribut environnemental et humain particulièrement lourd pour permettre à notre civilisation de passer au vert. Dans certaines zones minières, les habitants en viennent même à quitter leurs maisons. Des villages entiers sont à l'abandon. Un certain nombre d'entreprises souhaitent avant tout faire baisser les coûts de production. Au lieu d'assainir les eaux usées, les gaz, les déchets, elles les évacuent discrètement dans la nature sans les traiter. Ou alors, elles les traitent uniquement quand le gouvernement le demande. Et vous savez, les industriels n'hésitent pas à mentir en rejetant leurs déchets dès que les autorités ont l'eau de tourner. Des entreprises irresponsables de ce genre existent, cela ne fait aucun doute. À 3000 km de Heilongjiang, en Mongolie intérieure, les Chinois ont construit des centres industriels spectaculaires. Ceux de la ville de Baotou sont entièrement dédiés au raffinage des terres rares, une famille spécifique de métaux rares. La principale pollution de ces usines, ce sont les rejets sauvages des eaux usées. Au
portes de la ville, cet immense lac artificiel est alimenté par des torrents d'eau noire, saturés en métaux lourds et en produits toxiques. Les eaux usées provenant de la production des terres rares s'infiltrent dans le sol. Lorsque les gens tirent leur eau potable des nappes phréatiques, cela cause des dégâts sur leur santé. Par exemple, les eaux à forte teneur en fluor entraînent la maladie des os de verre. Les os se fracturent très facilement. Dans certains endroits, on trouve des résidus de thorium. C'est un élément radioactif qui se répand dans le sol avec les eaux usées et se diffuse lentement. Le thorium prolifère aussi dans l'air. Il est transporté par la poussière lorsqu'il fait très sec. Cela peut provoquer une contamination radioactive. C'est au prix de ces nouvelles pollutions, à l'autre bout du monde, que nos éoliennes, nos panneaux solaires et nos voitures propres purifient l'air en Europe. Comble du paradoxe, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'aggraver le dérèglement climatique à l'échelle de notre planète. Pour faire du propre, il faut toujours faire du sale. Il n'y a pas de produit qui soit zéro impact, zéro CO2, 100% écolo, ou, enfin, comme on peut lire parfois sur des étiquettes diverses et variées, c'est pas possible. Tout a toujours un impact. Si on veut regarder ce que la pollution générée par nos objets si propres et si beaux et dont on imagine qu'ils sortent d'usines avec des gens en blouse blanche, comme on nous les montre parfois, il faut aller dans les zones industrielles chinoises ou ailleurs. Nos technologies vertes ne contiennent pas seulement des métaux rares. Elles sont consommatrices de toutes sortes de métaux, même les plus ordinaires. Pour construire une éolienne, il faut en moyenne 20 tonnes d'aluminium et jusqu'à 500 tonnes d'acier. Un véhicule électrique, quant à lui, peut contenir jusqu'à 80 kg de cuivre. C'est 4 fois plus que dans certaines voitures à essence. Ce métal rouge-brun est particulièrement prisé des industriels des green tech. Le passage à l'électrique demande beaucoup de cuivre. Du cuivre parce qu'une éolienne ou un truc, il en faut beaucoup, mais il faut les câbler, il faut les réunir, puis il faut amener le courant à destination. Vous voulez des voitures électriques dans Paris, il faut mettre des bornes partout dans Paris. Donc il faut câbler Paris avec du cuivre, et en ce moment, c'est ce qui se passe. Si on prend le cas du cuivre, par exemple, pour fixer un peu les choses, on a produit depuis tout temps, depuis l'aube de l'humanité, environ, on va dire, entre 800 millions et 1 milliard de tonnes de cuivre. D'accord ? Si on continue sur les croissances que l'on a actuellement, il faudra produire la même quantité dans les 30 prochaines années. D'accord ? Donc dans 30 ans, il va falloir produire ce qu'on a déjà produit depuis l'aube de l'humanité. Donc c'est monstrueux, la demande que l'on anticipe. Avec les besoins en métaux ordinaires comme le cuivre, de nombreux autres pays se retrouvent affectés par la production des énergies vertes. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, il faut parcourir des milliers de kilomètres. Au nord du Chili, Chuquicamata est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert de la planète. Propriété de l'État, c'est un immense cratère de 4 km de diamètre sur plus d'1 kilomètre de profondeur. À mesure que la demande mondiale s'intensifie,
le nombre d'hommes et de machines en activité augmente. À Chuquicamata, nous avons raffiné l'an dernier 330 000 tonnes de cuivre fin. Il est déjà disponible à la vente. Cette année, grâce à nos moyens de production, nous allons produire 470 000 tonnes de cuivre. C'est une année historique pour la mine. Chuquicamata concentre 13% des réserves mondiales de cuivre. Mais plus on creuse profondément dans la roche, moins on trouve de métal. Avec les cadences actuelles, la matière commence déjà à se raréfier. Les géologues anticipent de vrais problèmes d'approvisionnement du cuivre dans les prochaines années. Il y a même des prévisions qui sont très alarmistes et qui décrivent une baisse de la production avec un pic de production dans les années 2030-2040, c'est-à-dire demain, et puis après une décroissance de la production de cuivre primaire. Comme l'industrie du graphite en Chine, l'extraction du cuivre à Chuquicamata contamine les sols et les cours d'eau avec ses rejets chargés en métaux lourds. Le cuivre est un pilier de l'économie chilienne. L'impact de la mine sur l'environnement est complètement ignoré. Nous avons ici des problèmes liés à l'eau. Ils sont une conséquence très grave de l'activité minière dans notre région. Pour extraire et raffiner le minerai, il faut beaucoup d'eau. Chuquicamata en consommerait près de 2000 litres chaque seconde. Dans certains endroits de ce désert, l'un des plus arides au monde, il n'a pas plu depuis 500 ans. Une grande partie des zones humides et des nappes d'eau souterraines est littéralement absorbée par la grande industrie minière. C'est vraiment une consommation à grande échelle. Il n'y a pratiquement plus d'eau parce que l'industrie minière en extrait plus que la nature peut en générer. Cette eau que nous avons comme ressource naturelle dans la région est surexploitée. C'est la mine qui est responsable. Pour mesurer le véritable impact de l'exploitation minière, c'est tout un système qu'il faut analyser, et pas seulement la mine. La zone de contamination s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Antofagasta se trouve à 4 heures de route au sud-ouest de la mine de Chuquicamata. Sa population vit au rythme du balai quotidien des camions et des trains qui acheminent le cuivre vers ce port industriel pour qu'il soit exporté vers les 4 continents. L'air y est saturé de particules de métaux lourds disséminées par ces convois auxquels plus personne ne prête attention. Même éloignés de la mine, les 200 000 habitants d'Antofagasta subissent les maladies qui y sont associées. Ce médecin publie en 2016 une étude jusque-là ignorée par les industriels du cuivre. Nous avons fait des études sur la contamination des toits des écoles, dans les collèges et les jardins d'enfants. Nous avons rencontré une forte contamination aux métaux lourds. Dans le reste du pays, les gens meurent en majorité de maladies cardiovasculaires. Ici, dans le nord du Chili, les cancers, et en particulier le cancer du poumon, sont la principale cause de décès. Et le lien avec la contamination liée au cuivre est indiscutable.
En centre-ville, une personne sur 10 souffre de cancer à Antofagasta. La gravité du problème est telle que tout cela perdure dans le temps. Nous parlons d'une population déjà contaminée. Or, les études ont prouvé que cette population transmet d'une génération à l'autre une sensibilité renforcée au cancer du poumon. Tout cela est en train de devenir génétique. C'est une chaîne liée à un modèle économique extractiviste. Ce modèle ne s'intéresse absolument pas à son impact sur la santé des gens et sur l'environnement. La seule chose qui intéresse les industriels, c'est de produire à n'importe quel prix. Ces zones sont des zones sacrifiées. Elles sacrifient leur territoire, leur géographie, la santé de leur population. Et tous ces sacrifices se font au bénéfice d'autres zones qui en profitent. Ces zones-là, elles, peuvent s'offrir le luxe de promouvoir les énergies propres, les énergies saines, les énergies renouvelables, les énergies vertes. Mais il faut bien que quelqu'un en paie le prix. La transition énergétique tourne parfois à l'absurde. Pour fabriquer des technologies vertes, l'utilisation du charbon s'intensifie à certains endroits de la planète. Aux abords d'Oslo, la campagne est immaculée. Les Norvégiens se félicitent de compter parmi les peuples les plus respectueux de l'environnement. Il faut dire que dans le royaume scandinave, la transition énergétique a été engagée il y a 20 ans déjà. L'électromobilité y est devenue une religion. Aujourd'hui, une voiture achetée neuve sur 2 est électrique. C'est le record mondial. En Norvège, depuis plusieurs années, nous vendons énormément de voitures électriques. L'année dernière, nous avons atteint le nombre de 200 000 voitures électriques qui circulent sur nos routes. Cela va encore augmenter à l'avenir. La Norvège poursuit un but précis. C'est-à-dire qu'en 2025, toutes les voitures neuves qui seront vendues devront être des voitures zéro émission. Les bornes de recharge ont envahi les rues d'Oslo. On en compte 400 aujourd'hui. Elles seront 8000 en 2025. Nous avons des mesures incitatives pour pousser les Norvégiens à utiliser des voitures électriques. Cela concerne particulièrement les péages qui sont gratuits. Beaucoup de communes proposent aussi le stationnement non payant. En plus, ici, l'achat de voitures électriques est exempté de la TVA. Le succès de ces véhicules en Norvège est un exemple. Et je pense que d'autres pays devraient s'en inspirer. La Norvège est un pays entièrement dominé par les énergies vertes. Il existe un certain degré d'hypocrisie ici. Les politiciens connaissent très bien l'origine des minerais, mais ils considèrent cela comme moins important que d'électrifier la société norvégienne et d'avoir des voitures électriques dans nos rues. Pour les autorités norvégiennes, le calcul des émissions de CO2 semble s'arrêter aux frontières du pays.
Le fait de déplacer la pollution ailleurs dans le monde est un vrai sujet. Notre but à nous, les Norvégiens, n'est pas de nous féliciter de tout cela en proclamant que nous sommes les premiers de la classe et que nous avons résolu tous nos défis environnementaux en important des voitures qui ne polluent pas chez nous. Mais il est vrai que cela résout localement nos problèmes de pollution de l'air. En Norvège, le véhicule électrique, emblème des Green Tech, fait l'unanimité. Comme partout en Europe, politiques et industriels en font aujourd'hui sa promotion. Même si beaucoup connaissent son véritable bilan écologique depuis longtemps. La voiture électrique, c'est devenu une religion. À partir du moment où on commence à dire que c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, mais c'est aussi vrai dans une certaine mesure pour tout ce qui est les panneaux solaires ou les éoliennes, eh bien, pour les gouvernements notamment, tout le discours qu'ils ont construit autour de cette voiture électrique qui allait sauver la planète s'écroule. On va se réveiller dans 20 ans, les émissions de CO2 continueront d'augmenter, la voiture électrique n'aura rien changé à la situation. Et donc, en faisant ça, on est en train de préparer le prochain Electric Gate. Les prophètes de la transition énergétique balaient d'un revers de main les interrogations soulevées par les technologies vertes. Car à court terme, les Green Tech sont d'abord synonymes d'une nouvelle révolution industrielle. À l'échelle mondiale, ce sont 25 millions d'emplois verts qui seraient créés dans les 10 prochaines années. Mais l'aubaine économique que représentent les technologies vertes risque de ne jamais se concrétiser. Car un pays a déjà fait main basse sur ces nouveaux métiers. La Chine, productrice des 3/4 des métaux rares dans le monde, compte bien tirer profit de cet avantage. Comme notre ancien dirigeant Deng Xiaoping l'a déclaré un jour, le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine, elle, a des terres rares. Elles sont d'autant plus stratégiques qu'elles sont irremplaçables. La Chine est bien plus ambitieuse que les pétromonarchies du Moyen-Orient. Elle ne se contente pas du quasi-monopole des mines. Elle entend aussi s'arroger celui des usines. Notre pays ne se satisfait plus d'un rôle de fournisseur bas de gamme de ressources, de matériaux et de produits bon marché. Nous voulons devenir un fabricant et exportateur de nouveaux produits de haute technologie. Du pays, l'ancien port de pêche de Shenzhen est devenu une ville capitale de 12 millions d'habitants. Une mégapole dont le cœur bat au rythme des plus grandes compagnies de la technologie chinoise. BYD est l'une d'entre elles. Simple fabricant de batteries il y a 10 ans, l'entreprise s'affiche aujourd'hui comme un mastodonte de la construction automobile. En 2018, BYD a produit plus de 250 000 véhicules à énergie nouvelle, ce qui nous place au premier rang mondial. Avec 16 milliards d'euros de revenus, notre croissance annuelle est de 23%. 400 véhicules sortent chaque jour de ces chaînes de fabrication. Ils sont pour la plupart destinés au marché chinois. Dans l'empire du milieu, la pollution des centres-villes est telle que les autorités font basculer l'ensemble des transports vers l'électrique.
pour le plus grand profit de BYD. Dans les grandes villes, nous voulons remplacer tous les véhicules de transport en commun, comme les autobus, les cars et les taxis, par des véhicules zéro émission. Les 16 000 autobus qui roulent aujourd'hui à Shenzhen sont 100% électriques. Et BYD fournit aussi des compagnies de taxis. Désormais, les ambitions de ce géant économique sont mondiales. Les technologies de BYD se sont désormais répandues dans une cinquantaine de villes, sur les 6 continents. En ce qui concerne l'Europe, nous avons des usines de véhicules électriques en Hongrie et même en France, près de la ville de Beauvais. Toutes les marques chinoises de voitures électriques qui ont réussi à avoir des économies d'échelle, puisque la Chine est le premier marché mondial, avec plus de la moitié des ventes, ces marques vont arriver en Europe avec des voitures peu chères et vont être une concurrence très féroce pour les constructeurs européens déjà sur place. L'industrie chinoise n'est plus la seule à menacer les emplois européens. De nombreux autres pays miniers se rêvent en nouveaux dragons de la transition énergétique. Les Chinois ont déjà développé un nationalisme des ressources grâce aux métaux rares. Il est très vraisemblable que ce type de nationalisme se développe ailleurs dans le monde. Des pays qui jusque-là ne sont pas des pays développés peuvent considérablement s'enrichir. Je parle du Chili et de la Bolivie, par exemple, qui possèdent du lithium pour les batteries. La Bolivie est un pays très pauvre et sous-développé. Elle a besoin de saisir cette opportunité tout de suite, pendant que la demande de lithium est forte. Avec les batteries des voitures électriques, les besoins mondiaux en lithium ont littéralement explosé. Et la demande devrait être multipliée par 20 d'ici à 15 ans. Au sud-ouest de la Bolivie, à plus de 3500 mètres d'altitude, le Salar d'Uyuni est une mer de sel de 10 000 km². Un no man's land qui concentre les plus grandes réserves de lithium de la planète. Actuellement, nous sommes en procédure de validation de la totalité de nos ressources. Quelles sont ces capacités réelles? Ce que je peux vous dire, c'est que nous dépassons les 50, voire les 60% des réserves mondiales de lithium. C'est énorme. Oui, c'est énorme. En souhaitant devenir le premier producteur de lithium au monde, les Boliviens espèrent un jour en influencer le cours, comme la Chine le fait aujourd'hui, avec de nombreux métaux rares. La compagnie publique qui exploite cette usine flambant neuve a été créée dans ce but par le gouvernement. Malheureusement, la Bolivie ne peut pas construire une grande usine comme celle-ci. C'est pour cela que nous avons fait appel au service d'une entreprise étrangère. Des Allemands, des Chinois et des Russes ont proposé leurs services. Et c'est finalement une entreprise chinoise qui a construit notre usine. Pour investir en Bolivie, il faut désormais s'engager à acheter le lithium local. Un moyen efficace pour ce pays d'accéder au marché du monde entier. Notre première étape est précisément de nouer des partenariats stratégiques. Car la Bolivie, en tant que pays, n'a pas une grande demande intérieure en batteries au lithium. En revanche, en Europe et en Chine, oui. Et c'est donc d'abord à ces pays que nous souhaitons vendre. À l'échelle mondiale, les perspectives du lithium sont florissantes.
L'ère de l'après-pétrole est une opportunité presque inespérée pour cette république andine. La Paz se rêve même en exportateur de technologies vertes, produites avec ses propres ressources. La Bolivie considère le lithium comme l'un des principaux leviers pour son développement économique. Nous allons industrialiser et générer de la valeur ajoutée. Nous y travaillons. À petite échelle, nous savons déjà comment produire des batteries. Et la prochaine étape consiste à développer cette industrie à très grande échelle. Nous n'allons pas nous contenter de vendre des matières premières. Nous n'allons pas faire que ça. Comme la Bolivie, de nombreux pays entendent bien s'offrir une place de choix dans la nouvelle économie mondiale. C'est aussi cela, la révolution des technologies vertes. Quant à la promesse d'un impact limité de l'homme sur l'environnement, elle pèse finalement bien peu face à ces enjeux considérables. Ultime paradoxe des green tech, la question du recyclage. Comme celui des éoliennes par exemple, dont la durée de vie est limitée. Dans le nord de l'Allemagne, d'immenses pales ont été abandonnées dans la nature. Lothar Meyer dénonce depuis plusieurs années la multiplication de ces décharges sauvages. Il y a 20 ans, l'Allemagne a relevé le défi de produire de l'électricité à partir du vent ou du soleil. Cela génère des problèmes, puisque nous devons désormais démanteler les premières installations. En Allemagne, entre 20 et 30 000 tonnes de pales d'éoliennes doivent désormais être recyclées chaque année. Les pales sont abandonnées là depuis plusieurs années et il n'y a pas eu de plainte. Ce n'est absolument pas autorisé, mais pas vu, pas pris. Il est évident que la loi n'est pas assez stricte pour rendre le recyclage de ces pales obligatoire. À présent, nous entrons dans un nouveau règne technologique, avec des énergies vertes très appréciées des citoyens. Et pourtant, nous ne savons pas quoi faire des déchets. Nous nous retrouvons confrontés au même problème que celui que nous avons eu avec les déchets nucléaires. Au final, nous reproduisons les mêmes erreurs. Reste la question des métaux rares. Que faire de ces matières présentes dans les panneaux solaires, les batteries électriques et les rotors des éoliennes de grande puissance? Faute d'investissement et malgré leur rareté, la plupart d'entre elles n'est aujourd'hui quasiment pas recyclée. Si on ne recycle pas, c'est principalement parce que ce qui est extrait des mines va coûter moins cher que ce qui serait extrait des filières de recyclage. Dans l'immense majorité des cas, c'est effectivement cette raison-là. Tous ces métaux un peu emblématiques des nouvelles technologies, pas tous, mais un certain nombre, l'indium, le gallium, le germanium, le sélénium, le tantal, etc., et toutes les terres rares, on ne sait pas effectivement les recycler, et donc là on tombe à un taux de recyclage qui est quasiment zéro. Voilà. L'avenir des énergies vertes passera-t-il par de nouvelles innovations? C'est la promesse que font les industriels. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout vu dans la transition énergétique. Il y a plein de choses qui vont arriver. Juste un exemple. Les panneaux solaires, c'est du solaire organique. C'est très différent du solaire qu'on voit aujourd'hui, des panneaux solaires qui sont basés sur du silicium. Là, il n'y a pas de composant silicium. C'est comme une feuille de papier. C'est très simple, très souple. Ça s'installe n'importe où. Si on pouvait mettre des feuilles de papier solaire partout sur les immeubles, on aurait une production qui serait incroyable.
On a des grandes variations et des grandes évolutions technologiques avec une efficacité croissante, avec de la recherche qui est sur ces sujets-là et une amélioration des performances, etc. Et il faut faire le pari là-dessus quand même. Il ne faut pas penser que ces technologies sont figées. Il ne faut pas oublier non plus que dans toute mutation portée par l'industrie, c'est d'abord la pérennité des affaires qui l'emporte. C'est le monde du commerce qui conduit la transition énergétique. Ce ne sont pas des bénévoles qui tentent de trouver les meilleures solutions possibles. Les entreprises dans les secteurs de l'éolien et du solaire essaient de gagner de l'argent. Elles tentent de développer une activité économique profitable. Et cela ne sauvera ni la planète, ni l'espèce humaine. Aujourd'hui, on a une consommation énergétique et de ressources qui est absolument incroyable. Pour la maintenir, d'un point de vue ressources, c'est un extractivisme minier, pétrolier, gazier qui va être gigantesque. La question, c'est est-ce qu'on peut le maintenir ou pas ? Aujourd'hui, nos sociétés industrielles parlent de croissance. Tous les politiciens veulent la croissance mondiale. Croissance de l'économie, croissance des dépenses, croissance des investissements. Tout le monde veut de la croissance. Mais la vérité est que nous devons orchestrer un virage majeur et nous engager dans une direction fondamentalement différente. Si les Chinois veulent vivre comme les Occidentaux, 5 planètes n'y suffiront pas. La pression écologique sur les ressources naturelles à laquelle nous sommes confrontés est énorme. Nous devons changer. Nous ne devons pas suivre le chemin emprunté par les pays déjà développés. Il nous faut choisir un autre modèle de développement. Nous devons réduire notre consommation d'énergie et de ressources. Ce n'est pas un message qui peut être facilement entendu par le monde des affaires, les capitaines d'industrie. Ce n'est pas un message que vous pouvez vendre aux politiciens qui veulent être réélus. Pouvons-nous réellement renoncer à notre modèle fondé sur la croissance et avec lui, à une partie de notre confort matériel? Cette nouvelle révolution technologique ne pourra faire l'économie d'une autre révolution, celle de nos consciences et de nos modes de vie.